On le répète partout, et l'image est commode. Un grand modèle de langage serait une boîte noire. Des centaines de milliards de nombres ajustés par l'entraînement qu'on ne saurait pas vraiment lire. Quand il répond, quelque chose là-dedans ressemble à une pensée dit-on fermée. En réalité, on peut l'ouvrir et en sortir des concepts lisibles un par un, mais de deux façons inattendues. Pas là où on irait les chercher d'abord, et pas avec la certitude qu'on leur prête trop vite. Cette vidéo, c'est ces deux surprises. On imagine spontanément un neurone comme un petit détecteur, une chose qu'il reconnaît et qu'il allume. Si c'était vrai, lire le modèle serait simple, il suffirait de regarder neurone par neurone ce que chacun détecte. Alors testons-le, prenez un modèle entraîné, choisissez un neurone et cataloguez tout ce qui le fait s'activer. Vous attendez un thème, vous trouverez des citations académiques, du dialogue en anglais, des requêtes HTTP, du texte en coréen, 4 mondes sans rapport, un seul neurone. Imaginez un micro d'ambiance posé dans une pièce où se tiennent plusieurs conversations à la fois. Ce qu'il capte n'est aucune d'entre elles, c'est leur mélange. Lui demander qu'est-ce qui se dit n'a pas de sens, il faut d'abord séparer les voix. Un neurone, c'est un micro, il ne porte pas un concept, il porte une combinaison de concepts, on appelle ça la polysémancie. Et ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une conséquence forcée. Comme le réseau range plus de concepts qu'il n'a de dimensions, il n'a pas le choix. Il les fait se chevaucher sur les mêmes axes, ces axes, les neurones, deviennent des mélanges. Voilà le problème, et il y a pire. On ne peut pas simplement inverser le mélange. Tant qu'un réseau range moins de concepts qu'il n'a de dimensions, il existe alors une lecture exacte. Dès qu'il en range plus, le cas normal, cette lecture exacte n'existe plus. On ne peut pas la défaire exactement. Alors la vraie question n'est pas quel neurone regarder, c'est comment lit-on quand aucun neurone ne veut dire une seule chose, et qu'aucun instrument exact n'existe pour démêler le reste. Il existe un outil pour ça, il porte un nom, le Sparse Encoder, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Si vous avez vu la première vidéo, je l'avais promis en la terminant. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment on extrait un concept lisible d'un réseau, pourquoi cette méthode peut marcher, et pourquoi personne ne peut encore garantir qu'elle fonctionne. On y va en 3 temps. Reformuler le problème, construire l'outil qui sépare les voies, puis le lâcher sur un vrai modèle. Et c'est là qu'arrive la seconde surprise, celle qui donne son titre à cette vidéo. On lit quelque chose, oui, mais lit-on juste? Reprenons le problème par le bon bout. Lire un réseau, ce n'est pas mesurer ses neurones un par un, on vient de voir que ça ne veut rien dire. C'est séparer les voies, c'est-à-dire reconstruire des concepts simples à partir de leur mélange, et séparer des sources à partir de leur somme en supposant qu'à chaque instant peu d'entre elles sont actives, c'est un problème qu'on s'est posé. C'est même un vieux problème. En 1996, cette seule idée a suffi à faire émerger, à partir de simples images naturelles, les détecteurs qu'on observe dans le cortex visuel. Et si vous avez vu la première vidéo, c'est l'histoire qu'on y racontait. Et ce n'est pas un hasard si l'idée vient de là. Quand votre cerveau reconnaît un visage, une odeur, un mot, il n'allume pas des millions de neurones à la fois, il en allume une toute petite poignée, pendant que l'immense majorité reste silencieuse. Reconnaître quelque chose pour un cerveau, c'est activer très peu de choses en même temps. Lire une pensée, biologique ou artificielle, ça a commencé par là. Retrouver dans un fouillis d'activités les quelques éléments qui comptent vraiment. Aujourd'hui, on applique la même équation ailleurs, non plus à des images, mais à l'intérieur d'un réseau. Commençons par le squelette, parce que tout l'outil repose dessus. Un auto-encodeur apprend une seule chose, recopier son entrée. Dit comme ça, c'est absurde. Une photocopieuse fait pareil, et ça n'apprend rien à personne. L'astuce, c'est qu'on l'oblige à passer par un goulot, un passage trop étroit pour tout retenir. Pour réussir à reconstruire son entrée malgré ce goulot, la machine n'a pas le choix. Elle doit en garder l'essentiel et jeter le reste. Le goulot force la compréhension, c'est ça l'idée. Recopier sous contrainte oblige à trouver la structure. Et elle a deux moitiés. La première, l'encodeur, transforme l'entrée en un code, ce qui passe par le goulot. La seconde, le décodeur, refait l'entrée à partir de ce code. Ce qui nous intéressera, c'est le code du milieu. Si vous avez vu la première vidéo, vous en avez déjà croisé un. Là, il comprimait. Son goulot prenait 5 concepts et les écrasait dans 2 dimensions. C'était la machine qui fabriquait le mélange qu'on a ouvert en début de vidéo, la superposition. Un seul jeu de poids W réutilisé à l'encodage et au décodage, à la transposée près, un espace caché plus petit que l'entrée. Celui d'aujourd'hui fait l'inverse. Même squelette, on encode, puis on reconstruit, mais à l'envers. Au lieu d'écraser, il déplie. L'idée est contre-intuitive. Pour séparer des concepts entassés sur peu d'axes, on les réétale sur beaucoup d'axes. Plus que le réseau lui-même n'en possède, on agrandit l'espace au lieu de le réduire. L'encodeur envoie l'activation X de dimension D vers un vecteur de feature F d'une dimension D' bien plus grande. C'est le mot overcomplete. Le goulot est plus large que l'entrée. Comme une valise trop pleine qu'on vide sur un grand lit. Il faut plus de surface que la valise, justement pour que chaque objet retrouve une place à lui. On ne comprime pas, on déplie. Mais agrandir à soi seul ne sépare rien. Un auto-encodeur plus large que son entrée peut tricher,
Recopier paresseusement, éparpiller chaque concept sur 1000 axes à la fois. On retrouverait le même brouillard, juste étalé plus large. Il manque une contrainte, et c'est elle le vrai moteur. Cette contrainte, c'est la parcimonie. Pour voir ce qu'elle fait, reprenons ce qu'on demande à cette machine, parce que tout le reste en découle. On lui demande deux choses en même temps, et elle tire en sens contraire. La première, être fidèle. À partir du code déplié, on doit pouvoir refaire l'activation de départ. C'est ce que mesure l'écart entre l'activation d'origine et celle qu'on reconstruit. Sans cette exigence, rien n'empêcherait le code d'inventer. Il pourrait produire n'importe quelle valeur, elle ne serait jamais confrontée à l'activation qu'elle prétend décrire. La seconde, rester creux. Le code, c'est une longue liste d'intensités, une par direction du dictionnaire, et il y en a des milliers. Rester creux, c'est exiger que cette liste soit presque entièrement faite de zéros, une poignée de valeurs franches et rien du tout partout ailleurs. Pas un peu de chaque, zéro. C'est ce qu'on appelle un code sparse, creux en français. C'est d'ailleurs ce mot qui donne son nom à l'outil, le sparse autoencodeur, je dirais désormais l'un ou l'autre. On l'impose par un prix, chaque direction allumée coûte, quelle que soit sa valeur. Et voilà l'attention, être parfaitement fidèle est facile si on s'autorise à tout allumer, on retombe dans le brouillard. Être parfaitement creux est facile si on renonce à reconstruire, on n'allume rien et on ne lit plus rien. Aucune des deux exigences ne vaut seule. Le lambda posé devant la seconde, c'est l'arbitre. Il dit laquelle des deux pèse le plus. Petit, la fidélité l'emporte et le code s'étale. Grand, la parcimonie l'emporte et les directions s'éteignent. C'est le seul réglage qui compte vraiment, et on va le manipuler dans un instant. Reste à comprendre pourquoi cette pénalité-là. La somme des valeurs absolues, la norme L1, a une priorité précise. Elle pousse les coefficients exactement à zéro, pas seulement vers des petites valeurs. C'est l'image de la taxe fixe. Chaque axe allumé paie le même péage quelle que soit sa valeur, donc la machine a intérêt à n'en allumer qu'une poignée, francs, et à éteindre tout le reste. Et c'est là qu'elle diffère de sa cousine plus familière, la norme L2, la somme des carrés. Faisons-le sur un cas qu'on peut vérifier de tête. Deux axes, une seule contrainte. Toutes les solutions qui vérifient f de 1 plus 2, f de 2 égale 2. C'est une droite, une infinité de solutions. On choisit celle de plus petite norme. Mais selon la norme, le résultat change de tout au tout. Avec L2, on gonfle un cercle depuis l'origine jusqu'à toucher la droite. Il la touche au pied de la perpendiculaire, le point 0,4, 0,8. Les deux coordonnées sont nulles, la solution s'étale. Avec L1, on gonfle un losange, et ce losange touche une droite par un coin, ici le point 0,1, posé sur l'axe. Une coordonnée est exactement 0. Vérifiez, sur cette droite, la somme des valeurs absolues vaut 1 au coin 0,1, contre 1, 2 au pied de la perpendiculaire. L1 préfère le coin. C'est ça et rien d'autre qui fabrique la parcimonie. L2 dit tout le monde participe un peu, L1 dit peu d'acteurs, mais francs. C'est ça qui transforme un grand espace en espace lisible. Chaque entrée ne réveille que quelques directions, et à force, chaque direction finit par vouloir dire une chose. Un mot d'abord sur ce qu'on prélève exactement, parce que les activations du modèle, ça reste abstrait. Quand le modèle traite un texte, l'information monte à travers ses couches successives, les étapes de traitement du réseau. À chaque étage, il y a un vecteur de nombre. L'état de sa pensée à ce stade. On l'appelle le flux résiduel. C'est ce vecteur qu'on prélève, à une hauteur qu'on choisit, souvent vers le milieu du réseau, là où les concepts sont les plus riches. Et y accéder n'a rien de sorcier. Le modèle est un programme qu'on exécute, on lit simplement la valeur qui passe, quelques lignes suffisent. Le modèle est gelé, on ne le modifie pas, on lit. Et ce qu'on récupère ainsi à cette hauteur, c'est un de ces vecteurs emmêlés, un mélange. C'est lui qu'on va apprendre à déplier. Mettons les morceaux ensemble, ce vecteur prélevé, ce mélange, c'est l'entrée. Une première matrice, l'encodeur, détecte quelles directions sont actives, une seconde, le décodeur, les définit. Chacune de ces colonnes est une direction concept du dictionnaire qu'on est en train d'apprendre. Détecter et définir, ce sont deux métiers différents, deux jeux de poids séparés. C'est une différence avec l'auto-encodeur de la première vidéo, qui réutilisait les mêmes poids pour les deux. Ici, le décodeur est un instrument de lecture à part entière. Les deux exigences qu'on vient de poser, plus ces deux matrices, toute la machine tient là, et l'inversion se lit dans la notation. Au pilote 1, un seul W lié à sa transposée vers un espace plus petit, ici deux matrices séparées vers un espace plus grand, et la ligne du dessous qui pèse la fidélité contre la parcimonie. Le même squelette, retourné et complété. Un mot peut gêner ici, et il vaut la peine de s'arrêter dessus. On veut introspecter le modèle, l'ouvrir, le lire, on s'attendait donc à un décodeur. Or, regardez la formule. Ce qu'on lit, le code F, c'est la sortie de l'encodeur. C'est à l'envers, non? Pas vraiment, et le malentendu est instructif. Vis-à-vis du modèle, on décode bel et bien. Sa passe avait encodé des concepts en une activation emmêlée, et on l'a défait. Mais les mots encodeur et décodeur se nomment par rapport à l'auto-encodeur, pas au modèle. Et l'entrée de l'auto-encodeur, c'est justement cette activation.
L'étape qui la transforme en code de feature est donc pour lui son encodeur. Les deux mots vivent dans deux référentiels différents, d'où le faux ami. Au fond, c'est l'inversion qu'on vient de voir. L'encodeur du sparse auto-encodeur déplie là où le modèle avait comprimé. Fonctionnellement, l'auto-encodeur du SAE joue le rôle du décodeur du modèle. Reste une question légitime. Si la lecture c'est le code de l'encodeur, à quoi sert le décodeur? À rendre la première exigence vérifiable. C'est lui qui refait l'activation, donc lui qui atteste que le code l'avait vraiment capté. Et ces colonnes nous donneront en prime la définition de chaque concept. Et une fois ce dictionnaire appris, lire devient simple. Les DI sont les colonnes du décodeur, les directions du dictionnaire, les FI, leur intensité presque toute nulle. L'activation se réécrit comme une somme de quelques directions seulement. Pas tel neurone vaut tant, mais cette pensée-là est faite de cette direction, plus celle-là, et c'est tout. Une feature n'est pas un neurone, c'est une direction répartie sur plusieurs neurones. Un dernier point parce qu'on s'y trompe vite. Ce dictionnaire n'est pas dans le modèle, et on ne touche pas au modèle. On le gèle, on prélève ses activations à un endroit précis, et on entraîne ce petit auto-encodeur à côté sur ses relevés. Une sonde branchée sur une machine qu'on ne modifie pas. Arrêtons-nous parce qu'une objection s'impose. Tout repose sur la parcimonie. Mais pourquoi pénaliser l'amplitude des coefficients plutôt que de simplement compter les axes allumés et en exiger peu? Parce que compter est insoluble en pratique. Chercher la combinaison la plus parcimonieuse par dénombrement est une explosion combinatoire démontrée intraitable. La norme L1 est la version assouplie de ce comptage, un problème qu'on sait résoudre et qui retombe le plus souvent sur la bonne réponse. Reste la vraie question, qu'est-ce qui prouve qu'en dépliant sous parcimonie on récupère les vraies directions et pas une décomposition commode parmi d'autres? Ce n'est pas un espoir, c'est un théorème démontré au milieu des années 2000 qui porte un nom, le compressed sensing. Il dit ceci, si un signal n'est réellement fait que d'une poignée de composantes et si les directions du dictionnaire sont assez distinctes les unes des autres, alors minimiser la norme L1 reconstruit ce signal exactement, même depuis un espace plus large que l'entrée, là où l'on croyait l'information perdue, pas approximativement, exactement. Géométriquement, c'est le losange de tout à l'heure, on le gonfle depuis zéro et il ne touche la droite des solutions qu'en un seul point, compatible et creux. Ceci est une petite démonstration où on voit pourquoi la parcimonie rend la lecture possible. L'intuition de la preuve, on peut la faire en 3 pas. Pourquoi une telle garantie est-elle possible? Parce qu'il ne peut exister qu'une seule lecture creuse, démontrons-le. Reprenons le problème. L'activation à lire, c'est DF, le dictionnaire D appliqué au code F, presque tout en zéro. Comme D a plus de colonnes que de lignes, le système a une infinité de solutions. La question est, peut-il y en avoir deux qui soient creuses? Pas un, supposons-en deux, F et F', toutes deux creuses, qui reconstruisent la même activation. Alors leur différence vérifie D facteur de F moins F' égale 0. Elle vit dans le noyau du dictionnaire. Pas 2. Si F et F' n'allument chacune qu'une poignée de directions, leur différence en allume au plus la somme. Une petite poignée, elle aussi. Pas 3. Or, pour qu'une combinaison de colonnes du dictionnaire s'annule, donne 0, il faut en mobiliser au moins un certain nombre. C'est exactement ce que veut dire des directions assez distinctes. Aucune petite famille de colonnes n'est redondante. Si ce seuil dépasse notre petite poignée, la seule différence creuse possible dans le noyau, c'est 0. Donc f égale f'. Il ne peut pas y avoir deux lectures creuses. La bonne est unique, donc récupérable. Ce n'est pas que l'espace est mince, c'est qu'une combinaison creuse ne peut pas s'annuler quand les directions sont assez distinctes. Voilà pourquoi déplier défait le mélange au lieu de seulement le réétaler. Je veux m'arrêter une seconde parce que ce point m'a longtemps échappé. Pendant des années, j'ai rangé la parcimonie parmi les astuces d'entraînement, une régularisation de plus comme le dropout ou le WEF decay, quelque chose qu'on ajoute pour éviter le surapprentissage. Un réglage de confort. Ce que la démonstration qu'on vient de faire m'a fait comprendre, c'est que je me trompais complètement. La parcimonie n'améliore pas la solution, elle la fait exister. Sans elle, il n'y a pas une réponse, il y en a une infinité, et la question quels concepts sont actifs n'a littéralement aucun sens. Ce n'est pas un réglage, c'est ce qui rend la lecture possible. Une réserve, et elle décide de tout ce qui suit. Ce théorème suppose le dictionnaire connu d'avance. Le sparse auto-encodeur, lui, ne le connaît pas. Il l'apprend en même temps qu'il le lit. Pour ce cas-là, les garanties existent aussi, mais elles sont plus récentes, plus fragiles et tiennent sous des conditions plus strictes. On a donc une raison solide de penser que déplier récupère les vraies features et une frontière nette où cette certitude s'arrête. Voilà l'instrument. À gauche, les 5 vraies directions, celles qu'on a fabriquées, le pentagone de la première vidéo. Et très fin, ce sont les directions que le dictionnaire, lui, a apprises. Et pour l'instant, regardez, elles partent dans tous les sens. Pour lire une seule activation, il en annule 4, 5 à la fois. À droite, la matrice est un brouillard, aucune ligne ne se détache.
On a élargi l'espace et ça n'a rien séparé du tout. C'est large et illisible. Maintenant, je monte la parcimonie, doucement. On demande au code de n'allumer que le strict nécessaire. Et regardez ce qui se passe, les directions se rangent, elles quittent le désordre et viennent se poser une à une sur les branches du pentagone. Là, 5 colonnes s'allument dans la matrice, une par vraie direction, le compteur dit 5 sur 5. Et le nombre de directions actives est tombé à peine plus d'une. Le dictionnaire a retrouvé tout seul les 5 concepts qu'on avait cachés dans le mélange. Et si je pousse encore, trop de parcimonie maintenant, le code n'allume presque plus rien. La reconstruction s'effondre et les directions s'éteignent. Elle vire au gris, on a serré trop fort, à force de vouloir peu, on ne lit plus rien. Il y a donc une fenêtre, trop peu le buisson, trop l'extinction. Entre les deux, la lecture. Revenons sur ce qu'on vient de voir, ce n'est pas la largeur qui a séparé les concepts, au début c'était large et brouillon, c'est la parcimonie. En montant la pression, les directions du dictionnaire se sont regroupées jusqu'à venir se poser exactement sur les 5 directions du pentagone qu'on avait fabriqué dans l'autre vidéo. Et poussé à l'excès, la même pression est un tout. Une précision qui comptera plus tard. Dans cette démonstration, le code n'a pas été deviné par un encodeur, il a été calculé entrée par entrée en résolvant exactement le problème qu'on vient de poser. C'est bien trop lent pour un vrai modèle, mais c'est la version exacte, on y reviendra. L'outil qui défait le mélange, c'est le même toy model retourné, et ce n'est pas un coup de chance du jouet, c'est exactement ce que le théorème garantissait. 5 concepts dans 2 directions, c'est un jouet. La vraie question, est-ce que ça tient sur un modèle réel? Oui, Anthropic l'a fait sur l'un de ses modèles, Claude. En entraînant un très grand dictionnaire sur ses activations, on obtient des millions de directions. Une direction qui s'active sur le pont du Golden Gate, une autre dans des contextes de tromperie, une autre encore sur un certain type d'erreur de code. Mais arrêtons-nous parce qu'une question a dû vous venir. Ces noms, Golden Gate, tromperie, d'où sortent-ils? L'auto-encodeur, lui, ne connaît aucun mot, il ne produit pas d'étiquette, il produit des directions anonymes numérotées. La direction numéro 4512, rien de plus. Le nom, ce n'est pas lui qui le donne, c'est nous, après coup. Et pour le donner, on se sert d'une trace qu'on avait gardée. Rappelez-vous, chaque activation qu'on a prélevée l'a été pendant que le modèle lisait un texte précis. Donc pour chaque relevé, on sait quel texte l'a produit, ce lien, on ne l'a pas jeté. Alors on retourne la question, on prend une direction, la numéro 4512, on repasse des millions de textes et pour chacun on regarde à quel point cette direction s'allume. Puis on trie et on garde les passages qui l'allument le plus fort, on les lit. Et là souvent un thème saute aux yeux. Si les 100 passages qui réveillent le plus la direction 5512 parlent tous du pont du Golden Gate, en anglais, en français, dans une description, sous une photo, on l'appelle Golden Gate. C'est ça l'étiquetage, on ne lit pas la direction, qui n'est qu'un vecteur, on lit ce qui la déclenche, le sens vient des exemples, pas du nombre. Deux choses ici qu'il faut regarder en face. D'abord, à l'échelle de millions de directions, personne ne lit les exemples à la main. On automatise, on montre les textes déclencheurs à un autre modèle de langage, et on lui demande ce qu'ils ont en commun. C'est lui qui propose l'étiquette. Pratique, mais on croit désormais à un modèle sur parole à propos d'un autre, une couche de confiance en plus. Ensuite, et c'est plus grave, lire les exemples ne montre qu'une corrélation. Cette direction s'allume quand on parle du pont, ne dit pas que le modèle s'en sert pour penser au pont. Elle pourrait n'être qu'un témoin allumé au passage sans rôle. Pour trancher, il faut faire autre chose que de regarder. Et on peut faire mieux que constater, on peut pousser une de ces directions, forcer la direction Golden Gate à s'allumer fort pendant qu'un modèle parle. Et pousser, ce n'est pas une image, c'est réutiliser exactement ce qu'on a trouvé. On a la direction du Golden Gate, et on sait quelle intensité elle prend dans le code. Au lieu de lire cette intensité, on la force. On réinjecte la direction dans l'activation, très fort, et on laisse le modèle finir sa phrase. C'est le symétrique exact du prélèvement. Tout à l'heure, avec le hook, on lisait la valeur qui passe, là on écrit dedans. Ça porte un nom, le steering. Et c'est ça qui en fait une vraie épreuve. Observer une direction qui s'allume, ça ne prouve qu'une association. La forcer et regarder ce qui change, c'est la méthode expérimentale. On ne se contente pas de voir la variable, on la fait varier. Et son discours bascule. Il se met à tout ramener au pont, à se décrire lui-même comme le pont. Ça montre quelque chose de fort. Cette direction a une prise sur le comportement. Ce n'est pas qu'une corrélation. Mais, et c'est important, ça ne prouve pas que le modèle s'en serve normalement pour penser au pont.
Intervenir, ce n'est pas observer le fonctionnement ordinaire. On a montré qu'on pouvait tirer un fil, pas que ce soit ce fil-là que le modèle tire d'habitude. Ce qui amène une mise au point. Ces directions, le sparse autoencodeur ne les trouve pas dans le modèle comme on relèverait une mesure sur un cadran. Il les fabrique par entraînement. La preuve, entraînez-en deux, à partir de deux tirages au hasard différents, vous n'obtenez pas exactement le même dictionnaire. Une mesure redonnerait toujours le même nombre, une reconstruction non. Et il n'y a pas de bon nombre de concepts à trouver. La taille du dictionnaire est un réglage. On n'obtient pas la liste des pensées d'un modèle, on obtient une lecture à une résolution qu'on choisit. Sur un vrai modèle, plus on agrandit le dictionnaire, plus les concepts se subdivisent. Chien se sépare en chien qui aboie, race de chien, et ainsi de suite. Et ça, notre monde jouet ne peut pas le montrer. 5 directions, il n'y a rien à subdiviser, mais il montre les deux autres symptômes d'un dictionnaire trop grand. Regardons cela. Revoilà notre instrument exactement là où on l'avait laissé. La lecture est propre, 5 sur 5, 10 directions pour 5 concepts. Cette fois, je ne touche plus à la parcimonie, je change juste la taille du dictionnaire. Combien de directions on autorise? J'agrandis. 24 directions pour toujours 5 concepts. Les nouvelles ne découvrent rien, il n'y a rien de plus à découvrir, alors regardez ce qu'elles font. Elles viennent se poser sur les branches déjà prises, des doublons. Dans la matrice, plusieurs lignes pointent maintenant vers la même colonne. Je continue. 40 dimensions. Et un second symptôme apparaît. Le compteur des directions mortes se met à grimper. Une quinzaine ne s'allume plus jamais. Elles sont là, on les paye, elles ne servent à rien. Un dictionnaire trop grand ne lit pas plus fin ici, il gaspille des doublons et des mortes. Trop peu de directions, on ne peut pas tout loger. Trop, on paye en doublons et en directions mortes. Il n'y a pas de bon nombre, il y a une résolution qu'on choisit, et l'ordre de grandeur est réel. Dans le plus grand dictionnaire entraîné sur Claude, près de 2 tiers des directions étaient mortes. Alors soyons exacts sur ce qu'on tient. Le théorème, justement, posait des si. La récupération est garantie si le signal est vraiment parcimonieux, si les directions sont assez distinctes, et si le dictionnaire est le bon. Sur un vrai modèle, on ne peut vérifier aucune de ces conditions, et le dictionnaire ici n'est pas donné, il est appris, le cas le moins garanti. Le théorème dit si. Tout le débat tient dans ceci. Donc le sparse autoencodeur ne révèle pas la vérité d'un modèle. Il en propose une démonstration utile sous une hypothèse qu'on ne peut pas tester. Si l'hypothèse est fausse quelque part, l'outil échoue là sans prévenir. C'est un instrument de lecture, pas une fenêtre, et l'un des programmes de recherche les plus vivants pour comprendre ces modèles aujourd'hui. L'instrument a d'ailleurs un défaut connu, hérité de la méthode. La taxe qu'on met sur les axes allumés n'écrase pas que les inutiles, elle rabote aussi un peu ceux qu'on voulait garder. Les versions récentes corrigent ça en séparant les deux gestes. Décider quels axes allumer et à quelle hauteur. C'est technique, mais l'idée reste la même qu'au tout début, peu d'acteurs, mais francs. Voilà donc le shrinkage corrigé. Mais corrige-t-on le reste? Pour le savoir, il faudrait pouvoir noter l'instrument, et c'est là que ça se complique. Parce que pour savoir si un instrument de lecture lit juste, il faudrait déjà connaître ce qu'il y a à lire. Sur un vrai modèle, on ne le connaît pas. C'est précisément pour cela qu'on l'a construit. Le serpent se mord la queue. Il y a une sortie et elle est élégante. On renonce au vrai modèle, on fabrique un monde jouet où nous choisissons les vraies directions et où nous fabriquons nous-mêmes les mélanges. Dans ce monde-là, on connaît la réponse, donc on peut corriger la copie. Deux lecteurs notés dans le même monde jouet, à gauche l'oracle, on lui donne le vrai dictionnaire, celui qu'on a fabriqué, et il résout proprement entrée par entrée. C'est exactement la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure sur le pentagone. À droite, le dictionnaire appris, lui doit découvrir depuis les seuls mélanges. Et pour l'instant, à une poignée de concepts, regardez les deux scores, tous les deux lecteurs lisent. Maintenant, on monte de plus en plus de concepts à démêler. L'espace grandit avec, mais moins vite. La superposition se resserre, et regardez les deux courbes se séparer, l'oracle tient, presque plat, palier après palier. Le théorème n'était qu'une abstraction, le problème est soluble à toutes les échelles qu'on teste. Le dictionnaire appris, lui, décroche, sa courbe s'effondre. Et en dessous, sa matrice nette au départ se délite. Ses directions ressemblent de moins en moins au vrai. Plus de données ne sauvent pas. Deux lecteurs, une seule différence. L'un connaît les vraies directions, l'autre doit les apprendre. Et c'est là que tout se joue. Alors où est la faute?
Il y a deux suspects, l'encodeur qui devine le code d'un seul coup, au lieu d'optimiser patiemment, ou le dictionnaire lui-même, les directions apprises. Et on peut les séparer proprement parce qu'on tient les deux pièces. Voici l'expérience décisive. On garde le dictionnaire du sparse auto-encodeur, on jette son encodeur et on résout à sa place par optimisation. La bonne méthode, la lente, celle de l'oracle. Si l'auto-encodeur était le coupable, l'écart devrait se refermer. Il ne se referme pas, le coupable c'est le dictionnaire. Les directions que le sparse auto-encodeur a apprises pointent tout simplement à côté des vraies. Et aucune inférence, si soignée soit-elle, ne peut rattraper des directions fausses. On ne lit pas juste avec un mauvais alphabet. Le détail le plus parlant tient dans le décompte. Dans un monde où 10 concepts seulement sont actifs, une version en allume 120. Et l'autre variante, celle qui allume exactement 10, le bon nombre, choisit presque uniquement les mauvais. Le bon compte, les mauvaises directions. Et le test le plus sévère est le plus juste. On entraîne l'instrument sur certaines combinaisons de concepts, puis on lui présente une combinaison qu'il n'a jamais vue, deux concepts connus ensemble pour la première fois. C'est exactement ce qu'on attend d'un instrument de lecture, reconnaître un concept dans un contexte neuf. Là, l'écart devient béant. L'encodeur avait appris les habitudes de ces données, pas la structure. Voilà le retour du si. Le théorème garantissait, si le dictionnaire est bon, on récupère exactement. L'expérience répond, le dictionnaire appris n'est pas le bon. Ce n'est pas la théorie qui échoue, c'est notre capacité à apprendre le dictionnaire qui bute. La théorie, elle, a tenu parole, l'oracle réussit. Deux réserves parce qu'elle compte. Tout ceci se passe dans un monde fabriqué, c'est le prix à payer pour connaître la réponse, et rien ne dit que le verdict se transpose tel quel à un vrai modèle de langage. Et ce résultat ne condamne pas le sparse coding, il le défend. L'oracle prouve que le cadre est le bon. Ce qui est mis en cause, c'est la façon dont on apprend le dictionnaire. Ce qui déplace la question ouverte et la rend nette, apprendre un bon dictionnaire à grande échelle. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un problème enfin bien posé, et c'est ce qu'on demande à une science. Reprenons le chemin. Une première vidéo demandait comment un réseau peut stocker plus de concepts qu'il n'a de place, en les superposant. Une deuxième demandait comment il relie ce qu'il a rangé quand les directions sont bien choisies, par une géométrie proche de l'orthogonale. Et celle-ci demandait comment lire quand il ne reste plus de place pour un instrument exact. La réponse, on renonce à l'instrument exact, et on en construit un approximatif mais lisible en dépliant. Stocker, relire en base, lire sans base, la boucle se referme. Avec ce qu'on sait de cet instrument et qu'il faut tenir ensemble, il donne des concepts lisibles et une prise réelle sur le modèle. Un théorème garantit que la méthode peut récupérer les vraies directions. Mais quand on la note dans un monde où l'on connaît la réponse, c'est le dictionnaire appris qui flanche. On lit sans pouvoir certifier qu'on lit juste. Et il y a une ironie qui boucle tout. Dans la première vidéo, devant le toy model, on s'était posé une question en passant. Pourquoi le réseau ne fabrique-t-il pas un décodeur dédié, taillé pour la lecture, au lieu de réutiliser ses propres poids? Le sparse auto-encodeur, c'est exactement ça, le décodeur dédié que le réseau ne se donne pas, et que nous, de l'extérieur, on apprend à sa place. Restent deux frontières, et elles ne sont pas du même ordre. Autant les nommer toutes les deux. La première, on vient de la rencontrer, et elle est la plus urgente. Fiabiliser l'alphabet. Tant qu'on ne sait pas apprendre un dictionnaire dont on puisse garantir les directions, tout ce qu'on lit reste une proposition. C'est le chantier ouvert, celui que la recherche a désigné en le mesurant. La seconde est plus lointaine, et on la voit déjà se dessiner. Même avec l'alphabet parfait, un dictionnaire n'est pas une grammaire. Savoir quel mot un modèle a en tête ne dit pas encore comment il les enchaîne, comment une pensée en déclenche une autre, comment ces directions se composent en un raisonnement. Lire les mots, ce n'est pas encore lire les phrases. Ce sont les deux chantiers de l'interprétabilité, et ils avancent ensemble, rendre l'alphabet sûr et apprendre à lire les phrases. Le second terrain porte un nom, l'étude des circuits. Mais ça, c'est une autre histoire. Si cette façon de regarder l'intérieur d'un modèle vous a appris quelque chose, la suite tire le même fil. On se retrouve pour la grammaire.